Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'invité n'est pas arrivé encore, il devrait arriver dans pas long. Ok. Le Steve Vegan, tu m'entends-tu? Vegan, tu m'entends-tu? Oui, je t'entends. T'entends? T'es où? Ah, t'es là. Ah, bon. Salut tout le monde. Bienvenue à l'épisode 3, on brasse des dés, Vampire et JDR. Cette semaine, ce mois-ci, en fait, je suis le Steve Vegan, narrateur de jeux d'horreur. Drôle d'horreur, c'est ça? Exactement. C'est ma spécialité. Qualité. Donc, pour ceux qui te connaissent, euh, t'es qui, toi, le Steve Vegan, en fait? Ben, je suis premièrement, dans le fond, un joueur de jeux vidéo, de jeux de rôle. Puis mon ancien pseudo, c'était Fafouin. Puis un jour, il y a un de mes amis sur Twitch, Geek Saignant de son nom de streamer, qui a décidé sur une partie de Pokémon d'appeler son Bulbasaur, euh, voyons, comment on dit, en tout cas, peu importe. Il décide de l'appeler Vegan, tout simplement. OK. Et quand quelqu'un lui a demandé, ah, mais c'est pas son pseudo, il dit, ah, mais c'est la même affaire. Fait que moi, quand j'ai entendu ça, j'avais pas encore écrit. J'étais allé faire une blague, j'ai changé mon pseudo dans Twitch. Puis je suis arrivé avec le site vegan, puis ça l'a bien fait rire, tout ça, genre. Mais j'avais pas vu que c'était 60 jours avant de pouvoir rechanger, fait que c'est resté. Puis le nom, le site vegan, ça vient aussi du fait que ben, je suis quelqu'un qui remet beaucoup en cause, en question les gens, peu importe qu'ils soient vegan ou pas, sur ce qu'ils pensent. Donc, je suis un hostie de tannant, de fatigant. Fait que quand on rit de soi-même, c'est dur pour les autres de rire de nous. Comment a commencé ton aventure de jeu de rôle? Hey, ça fait longtemps, ça fait à peu près 23 ans. J'étais allé chez des amis, puis eux, ils voulaient jouer. Puis moi, j'avais jamais joué à ça. C'était à l'époque AD&D, deuxième édition, donc Oh, les OK. règles avancées de Donjons et Dragons, deuxième édition. Avec le célèbre TACO, je ne sais pas si les gens savent de quoi je parle, mais c'est une mécanique pour savoir si tu touches excessivement complexe qui a été remplacée par la CA en troisième édition, tout simplement. Mais il y avait la CA aussi en. Peu importe. Puis, ben, j'avais fait un demi-elfe, un guerrier avec une épée bâtarde.
arme que je trouvais, et que je trouve encore très cool là, comme concept, là, une épée qui se tient à une ou 2 mains, ça m'avait fait vraiment vendre du rêve à l'époque. OK. Puis, j'avais fait un ce personnage-là, je sais pas si ça allait durer très, très longtemps, mais, j'avais bien aimé, puis j'ai commencé à en faire à l'école secondaire, puis aussi j'ai fait des GN. Il y avait un parc en face de notre, école secondaire qui était boisé, puis il y avait quelqu'un qui organisait des GN là de façon très, très amateur, puis c'est comme ça que j'ai commencé dans l'univers des jeux de rôle. J'ai dû jouer un bon 13 ans à Donjons& et Dragons. Quel genre de personnage que tu aimes faire? Très bonne question. J'aime bien les personnages qui vont jouer sur le charisme, puis souvent les jeux d'horreur, c'est ce qui est souvent probablement un des plus, les personnages les plus intéressants à faire parce que tu vas pouvoir interagir plus facilement avec les PNJ pour tenter de leur soutirer de l'information, pour tenter de les séduire, tenter de les amener avec toi. Dans les jeux d'horreur, oui, tu peux faire, quelqu'un de très fort, tu peux faire un militaire, tu peux faire ce que tu veux. Mais souvent devant, l'immensité de la nature, ben, tu te rends vite compte que tu es une fourmi, en fait, devant une créature aussi colossale que le grand Cthulhu, ou, devant un vampire, de plus de 100 ans, tu beau être très fort, lui, il va te regarder en souriant, puis, Ah ouais. la minute d'après, tu vas te rendre compte que tu étais rien, là. OK. C'est quoi que t'aimes dans les jeux de rôle comme maître de jeu puis comme joueur? C'est pas la même vision, là. Effectivement. En tant que narrateur, je te dirais, j'aime vraiment, créer des atmosphères. Pour moi, l'atmosphère, c'est la base du jeu de rôle, autant en physique où est-ce qu'on va allumer des bougies, on va montrer des images aux joueurs, on va leur écrire une histoire pour qu'ils se mettent dans le contexte, on va mettre une musique en arrière-plan ou juste un fond sonore. Ça va vraiment tout changer entre, le fait que les gens soient là pour déconner ou, OK, non, c'est sérieux là, on joue là, on est dans un univers, puis ça vient c'est un peu comme un hameçon. Ça vient prendre le joueur, puis il peut plus reculer là. Il est dans l'action, il est dans le moment. En tant que joueur, je te dirais aussi l'atmosphère est hyper importante pour moi. Si un maître de jeu est capable de me donner des frissons, puis de capter mon attention, c'est gagné. J'aime aussi, les relations entre les personnages. J'ai fait, d'ailleurs le maître de jeu, le narrateur est présentement dans le chat. OK. J'ai joué, à Vampire la Mascarade dernièrement à Londres et puis, il y a certains personnages que j'ai rencontrés qui m'ont réellement donné des émotions. Mon personnage a rencontré sa entre guillemets «sa mère adoptive» et puis, j'ai vraiment eu des: «Ah! C'est celle qui m'a protégé quand j'étais un tout petit vampire. Ah!» C'est vraiment venu me chercher. Fait qu'un personnage qui vient te chercher au niveau des émotions, c'est plus que: «OK, ben là, vous rencontrez l'aubergiste, il vous dit: "Ça va faire 2 pièces pour votre poulet"». Tu sais, c'est comme tu as vraiment un lien personnel avec l'histoire, donc tu t'y attaches beaucoup plus et tu as envie de jouer mieux. As-tu un moment, parler un petit peu, un moment marquant comme maître de jeu que tu fais ou comme joueur, tu sais? On vient d'en parler un petit peu avec Vampire de Mascarade, mais y a-tu un autre? Si tu comprends ma question, Stegan? Oui, un moment clé, un Ouais. moment, T'as marqué qu'en tant que joueur, comme maître de jeu. ben, je te dirais que c'est ma première initiation à Vampire la Mascarade. OK. Je devais avoir à peu près 23-24 ans, mais j'étais encore, pas très adulte, personnellement, là. J'étais, encore très naïf. Puis à un moment donné, sur internet, à l'époque des forums et de Caramel, les vrais s'en rappellent. Ben, j'ai vu, ah, il y a un jeu de rôle de Vampire la Mascarade, au cégep, un certain cégep dans la ville de Québec. Fait que là, je dis: «Ben, je pourrais y aller, tu sais, ça a pas de l'air fermé, tu sais, ça a de l'air ouvert, tu sais, on va y aller». Moi, j'avais jamais rentré dans un cégep de ma vie, tu sais, c'est comme pour moi, c'était tout des à l'époque, je me voyais même pas aller au cégep. Fait que c'est comme genre pour moi, c'était des grands, là, même si j'avais 23 ans. Puis, ben, je me suis fait des amis, j'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai eu d'énormes frousses parce que je jouais pour la première fois à Vampire la Mascarade en GN, qu'on appelle le Mind Dice Theater. C'est un GN, mais sans contact physique. Il y a pas d'épée mousse. C'est vraiment, on fait des roches papier ciseaux, des lancers de dés pour savoir si les actions fonctionnent, mais on se costume puis on se déplace. C'est
C'est la plus dure des initiations à un jeu d'horreur, mais c'est la plus formatrice, vraiment. OK. C'est comme un meurtre et mystère, sauf que tout le monde peut être le meurtrier. En fait, tout le monde est le meurtrier, en fait. Tout le monde est méchant, en fait. OK. Ça t'a marqué. Ah oui, ça m'a donné non pas la piqûre, mais la morsure de Vampire la Mascarade. Oh, OK. On va rentrer dans l'horreur en général. Comment tu as découvert ta passion pour l'horreur? Justement, ben, c'est comme ça que j'ai découvert vraiment ma passion pour l'horreur, mais ma première vraiment première partie d'horreur que j'ai fait, ça a été, en fait non, excuse-moi. L'horreur a commencé quand j'étais plus petit. Ceux qui sont au Québec vont connaître les émissions dont je vais parler. Chair de poule, Marshall et Simon, aussi appelé Eerie Indiana, et une émission qui passait le samedi ou le dimanche matin à Radio-Canada, Fais-moi peur, la Ah VF ouais. de Are You Afraid in the Dark? Honnêtement, j'ai regardé toujours ça de façon, genre, tu sais, du coin de l'œil de, genre, j'ai pas vraiment envie d'avoir peur, mais ça me captivait, là, vraiment, là. Ouais. Puis je pense que mon premier film que j'ai vraiment regardé à la télévision au complet, c'était Alien, le huitième passager. Alien, qui est une série marquante que j'ai redécouverte avec Maman Joue dernièrement. Elle les avait pas tous écoutés, donc on se les a fait dans le désordre. Puis vraiment, là, c'est devenu vraiment une passion. Mais quand j'étais jeune, j'étais très peureux, honnêtement. J'ai eu longtemps peur du noir. Encore aujourd'hui, si j'écoute un film d'horreur et que c'est noir chez moi, tu sais, vous savez, le bout entre le point A et le point B quand vous êtes dans un corridor noir, là, c'est comme mes pieds ne traînent pas très longtemps à terre. Pourtant, il n'y a aucun risque, mais ça m'habite encore. Puis j'ai eu longtemps peur des vampires et c'est grâce en jouant un à Vampire la Mascarade que j'ai perdu ma peur des vampires, que c'est comme devenu banal. Aujourd'hui, je sais à quel point j'aurais aucune chance face à un vampire de Vampire la Mascarade en tant qu'humain. Mais non, ça a décollé. Mais encore aujourd'hui, ce qu'on ne voit pas, ce qui, ce qui nous fait travailler l'imagination, m'effraie beaucoup plus que tous les monstres qui peuvent exister. OK. Parler d'évolution du genre de l'horreur. Comment il s'applique au jeu? Ouais. L'horreur, c'est un genre qui est intemporel et universel. On le connaît depuis très, très longtemps. Euh, on peut penser à des contes populaires comme Le Petit Chaperon Rouge ou Cendrillon ou bien d'autres là, que vous pourrez connaître dans le chat. Je me rappellerai toujours, on m'avait rencontré un passage du vrai conte de Cendrillon. Cendrillon, elle boit ce qu'elle va amener à sa grand-mère, mais en fait, le loup lui dit ce n'est pas du lait, c'est le sang de ta grand-mère, ce n'est pas le beurre, c'est sa chair. Les contes de Grimm, les contes de ma mère Loi ont beaucoup changé, se sont beaucoup adoucis avec le temps. Mais en soi, c'est des contes pour faire peur aux enfants. Là. Le but, c'est de les traumatiser solides pour qu'ils ne veuillent pas aller dehors tout seuls ou qu'ils ne veulent pas rencontrer personne à un bal. Cendrillon, tu sais, la chaussure, elle est cousue à son pied. Puis c'est du verre VAIR. C'est de la fourrure, c'est pas du minéral. Ensuite de ça, on a ce qu'on appelle les légendes urbaines. On peut penser au croque-mitaine ou au bonhomme 7 heures. On peut penser en anglais au Oogie Boogie. On a un paquet de croyances et de légendes urbaines qui soit sont pour les plus petits, soit sont encore pour les plus grands. Une légende urbaine qui existe toujours, malheureusement, c'est plus qu'une légende urbaine, c'est le fait d'aller dans les bars pour les jeunes femmes et de se faire agresser ou de se faire droguer. Malheureusement, c'est plus une légende urbaine, c'est vrai, mais avant, on disait, ben, il va t'arriver malheur, blablabla. Il ne faut pas que tu te montres, tout ça. Puis, ben, c'est resté aussi il y a très longtemps aussi avec les religions. Les religions, quand on les regarde de plus près sous l'angle de l'horreur, il n'y a aucune religion qui est bienveillante. Là. On nous parle de l'enfer, des cavaliers de l'Apocalypse, des djinns ou de Lilith, que ce soit pour l'islam ou le judaïsme. On a vraiment des créatures qui sont ignobles, que ce soit Satan qui se rebelle contre Dieu. Tu sais, ça nous apprend
te rebelles contre le Tout-Puissant, tu vas aller brûler en enfer. Ah, mais il n'est pas supposé être amour, lui? Non, 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 il peut être les deux, puis fie-toi sur moi qui va savoir comment te juger. Ou exemple, si on parle aux exorcistes, les exorcistes, c'est des trucs très, très religieux, puis pourtant, c'est terrorisant. Ouais. Fait que, non, les religions sont aussi un bon prisme pour voir l'horreur. Puis on a aussi des thèmes universels comme les monstres, qui révèlent souvent les vulnérabilités de l'homme, en fait de l'humain. On parle des loups, des spectres, des créatures surnaturelles, autant les fées qui peuvent être vues comme étant féeriques et jolies, mais un troll, c'est une grosse fée, en fait. Ça vit sous son pont et ça n'attend qu'une chose, c'est que tu passes et qu'il t'agrippe et qu'il t'amène en dessous. Euh, Ça... Oui, vas-y. non, mais c'est la suite de ma question. Mhm. Genre d'horreur dans les médias. Marquer différents médias. Peut-être Ah, de. ben médias dans le sens de la télé, comment je dis ça, voyons, la littérature, le cinéma, les jeux vidéo. Pour Ok, moi, ce sont des médias. ok. Puis comment que ça a parti le genre d'horreur dans les. Ben, c'est ça, c'est arrivé aussi avec les premiers livres. En littérature, le premier conte, je l'avais noté, ce sera pas Oui, long. C'était le conte. Je vais aller voir dans mon autre onglet. quand même intéressant. Euh, Non, si tu regardes, on peut passer à une autre question, puis sans problème. Là. problème. Mais un des premiers contes qu'on trouve, ben, pas une conte, une des premières histoires d'horreur et la première histoire d'horreur concernant la science-fiction, la médecine et ce qu'on appelle un peu le body horror, ça serait Frankenstein de Mary Shelley. C'est une femme qui s'est posé la question, si on est capable de ramener les morts à la vie, qu'est-ce que ça peut donner? C'est vraiment Frankenstein, souvent on le voit comme c'est juste un zombie qui parle puis qui veut détruire, qui est gros, mais en fait, c'est vraiment très philosophique on est à une époque quand ce livre-là est sorti où on n'a pas de, on n'a pas de connaissances vraiment. Les gens qui lisent peuvent avoir entendu parler un peu de la médecine, mais on est à l'époque où on vole des cadavres dans les morgues et dans les cimetières pour les vendre aux écoles de médecine. Donc, il y a de tout et n'importe quoi qui circule et ça apporte des légendes urbaines. Mais si on pense aussi au mystère du Dolph, qui est aussi un autre conte gothique. Donc, on parle d'une histoire d'horreur avec des cimetières, des morts-vivants, etc. On n'est pas forcément dans le fantastique, mais on a une pointe de surnaturel juste avec l'ambiance. Euh, L'horreur est représentée comment dans la fiction en général? Ben, justement, on a plusieurs genres qui viennent, comme je disais, on a le gothisme qui vient justement avec des manoirs, des cimetières, des ambiances lourdes et lugubres. Puis c'est souvent, le gothisme, ça explore la peur du savoir, le savoir avec un grand S, les sciences, les découvertes, le fait que certaines choses qu'on a découvertes se retournent contre nous. On a aussi le romantisme noir et les contes mythologiques, où est-ce que justement on trouve les vampires, les loups-garous, les démons. Là, on est beaucoup plus dans une histoire de relation avec ces créatures-là. Donc, le romantisme, c'est pas forcément l'amour, mais c'est une façon de communiquer de façon courtoise, avec curiosité. Donc, ça symbolise la transgression. Tu sais, on va plus que observer ces créatures-là, on va se lier à elles, on va aller les observer, voire même on va converser avec elles. Avec un loup-garou, c'est plus rare qu'il y ait une conversation, mais en étant humain, ben, parler. Ensuite de ça, on a l'horreur psychologique. Donc là, on est vraiment, ça ne se limite pas vraiment aux monstres physiques, mais aux monstres mentaux.
Donc, on peut penser au Masque de la mort rouge d'Edgar Allan Poe, un livre que j'avais, un extrait que j'avais vu en français quand j'étais plus jeune, où est-ce que ce sont des gens qui s'isolent d'un mal qui court dehors. Et plus les nuits passent, plus ils changent de salon. Et ils sont tous masqués. Soudainement, il y a quelqu'un qui arrive avec un masque rouge. Et ils meurent tous. En fait, ça symbolise une maladie qui s'infiltre à l'intérieur d'un bâtiment qui est supposé être scellé. Ou le Horla de Maupassant, qui fait partie de certains de ses contes, où est-ce que justement, on imagine que c'est une créature surnaturelle qui est invisible, mais en fait, c'est le choléra, en fait. Il y avait d'autres fictions avant qu'on rentre dans le jeu de rôle. Hmm, non, Non? je pense Ok, que ça fait le tour de ce que je pourrais te parler. parfait. On rentre vraiment dans le JDR. Comment qu'on fait pour créer une ambiance horrifique dans les jeux? Moi, c'est un truc que j'avais découvert. Ça s'appelle le tour du prestidigitateur. Vous savez, quand on voyait un tour de magie, il y a certaines étapes que le magicien va faire, mais que nous, on ne remarque pas forcément. Ça, c'est en 3 ou 4 étapes. On a la mise en place. Donc, dans une histoire, que ce soit un jeu vidéo, un film ou un livre ou un jeu de rôle, les narrateurs, les gens qui nous expliquent, vont nous montrer le décor. Exemple, pour Spielberg, Les Dents de la Mer, on a une place qui est tranquille, on voit des vacanciers qui profitent de la plage, aucun danger immédiat à l'horizon. C'est ce qu'on appellerait en littérature la situation principale. Dans le fond, tout va bien dans le meilleur des mondes, il n'y a aucun problème. Ouais. On sait qu'il y a quelque chose qui se cache sous l'eau. Ça, c'est le début de la deuxième partie, qui est la distraction. Si je prends un autre exemple, la distraction, un des classiques de la distraction, c'est l'apparition soudaine du monstre. Par exemple, dans L'Exorciste, le film fait croire au spectateur que la source de la peur est liée à la famille ou à des problèmes, à des phénomènes, pardon, surnaturels, avant qu'on révèle finalement que c'est une entité démoniaque qui réside dans la jeune femme. Puis, une fois qu'on a montré cette chose-là, on va la révéler. Donc, ça va être, on dévoile le secret réel. Donc, le magicien, dans le fond, tout autour de son tour, avait quelque chose dans sa manche, avait une surprise à nous montrer. Dans le fond, le climax, comme on peut appeler. Ça va être l'apogée de son tour. Donc, si on regarde un autre exemple du cinéma d'horreur, on a le sixième sens. Tout le long, on pense que Bruce Willis est en fait un psychologue. Il veut aider le jeune garçon. Mais en fait, Bruce Willis est lui-même décédé parce que le jeune garçon le pense de voir les morts. Non, mais tout au long, quand on le voit pour la première fois, désolé si vous ne l'aviez pas vu, je vous ai spoilé, mais il est quand même assez vieux. Mais on ne peut pas se douter, à moins d'être une très grosse tête, que genre le Bruce Willis est en fait mort. Puis la quatrième étape, qui est souvent optionnelle, ça va être d'ajouter un autre élément de l'inconfort, de la terreur supplémentaire qui pourrait, dans le fond, vraiment créer, dans le fond, un moment encore plus fort. Si on prend exemple de Hereditary, il y a des révélations, dans le fond, occultes qui se font, qui sous-entendent que, dans le fond, l'histoire est terminée, mais en fait, il y a une autre scène qui arrive et qui montre que l'horreur est encore plus grande, qui révèle que derrière les événements se cache un impact encore plus émotionnel, encore plus psychologique pour la famille. Donc, celui-là, je vous laisse le découvrir. Ok. Voilà. As-tu un exemple pour créer une ambiance horrifique de taux de préjudiciateur? As-tu un exemple que tu as appliqué tout ça dans le fond dans un lieu de jeu de rôle, tu sais? Une partie, tu t'es dit, ben là, je vais utiliser le taux de préjudiciateur, les Non, éléments que j'ai c'est mis. pas forcément quelque chose que je vais suivre à la lettre, honnêtement. Ça va vraiment être plus, dans le fond, de créer des mystères. Les jeux que je joue et que je fais jouer souvent, c'est plus des enquêtes. Donc, ça va être de clairsemer les indices, de ne pas les mettre tous au même endroit,
de mettre des indices plus cachés, d'autres plus révélateurs pour que tranquillement, pas vite, on ait une, une ambiance. Souvent dans des jeux comme Vampire la Mascarade, comme l'Appel de Cthulhu, le véritable ennemi n'est pas forcément celui qu'on montre. Donc, ça fait un peu comme le truc du magicien. On sait que quelqu'un est dangereux et malheureusement, on va devoir faire quelque chose contre lui. Mais en fait, la personne, elle est avec nous. Donc, soit elle est dans notre camp, soit elle peut être dans le groupe d'aventuriers, dans le groupe d'enquêteurs plutôt. Ouais. Donc, ça retrace un peu cette chose-là. Donc, c'est quand on s'en rencontre à la fin que, dans le fond, ah, on s'est fait manipuler au fait, dans le fond. J'ai certains éléments, mais pas tous les éléments. Non, non. C'est une recette que les gens peuvent ajouter à leur sauce, mais le prestidigitateur au cinéma, c'est comme ça qui. En fait, comment je dis ça? On le montre comme un tour de magie, mais en fait, l'idée, c'est de faire oublier. C'est comme quand vous voyez un jump scare qui s'en vient, il va y avoir un moment de flottement. Donc, vous dire, ah, finalement, il n'y a rien. C'est au moment où est-ce que vous relâchez votre garde que généralement, le chronomètre s'arrête et le jump scare arrive. Le jumpscare, à mon avis, c'est pas mal le pire des moyens pour faire peur, là. C'est plus du sursaut que de la peur. Ouais. Mais juste le fait de sentir qu'il y a quelque chose derrière une personne, on va avoir la peur. On ne la voit pas, mais on va avoir, par exemple, dans Vampire la Mascarade, il y a un pouvoir qui s'appelle l'occultation qui permet de devenir invisible, donc d'être oublié des gens qui sont autour. Donc, juste l'idée que quelqu'un nous suit, mais à chaque fois qu'on se retourne, ben, en fait, il n'y a personne. Mais on sent qu'il y a quelqu'un. On est juste incapable de le voir. Reste dans le même sujet quand même. Donjons et Dragons, il fête ses 50 ans cette année. Tout à fait. Tu peux rappeler c'est quoi Donjons et Dragons pour en apprendre? Donjon Dragon, c'est le premier. Il y en a probablement peut-être quelques-uns avant ou en même temps, mais c'est pour ainsi dire le jeu de rôle le plus connu et celui qui a vraiment marqué sa célébrité. Il a amené l'horreur bien avant que les histoires soient amenées au grand public, c'est-à-dire on pensait que c'était une secte satanique qui allait transformer tous les jeunes enfants en personnes émasculées ou en lesbiennes ou en homosexuels, etc. Parce que souvent, c'est des jeunes garçons qui ne sont pas très physiquement forts, qui n'aiment pas vraiment les relations sociales, donc ils se trouvent ni dans le sport ni dans le théâtre, mais ils aiment ça incarner des personnages. Ils aiment ça sortir de leur malaise personnel pour incarner des gens. Donc, on a déjà en partant un sentiment d'inconfort qui est lié à l'horreur et qui permet d'être évité par le fait d'aller dans d'autres scènes d'horreur. Donjon Dragon est probablement le plus vieux jeu d'horreur, même si ce n'est pas, à mon avis, c'est de loin le pire des jeux pour jouer à faire de l'horreur. J'expliquerai pourquoi. Le système a amené des monstres issus de toutes les mythologies, dont certains inventés comme le Beholder, le Tyranneuil en français, qui est une énorme boule d'yeux qui lance des rayons laser, une affaire que tu n'invites pas à ton party d'anniversaire. Et puis, c'est vraiment ça a été le début de l'horreur parce que si on regarde la série Stranger Things, on a un groupe d'enfants qui sont terrorisés devant une figurine de démon gorgon je pense que c'est la première scène de la série ou une des premières scènes. Puis, en fait, en tant que vieux joueur, on regarde ça, puis c'est comme, OK, ouais, c'est comme, vous en mettez peut-être un peu, mais on se rappelle pas quand on a joué à nos premiers jeux de rôle, nos premiers frissons, peut-être devant des situations comme ça, où est-ce que le maître de jeu a été capable de bien nous amener une situation et on n'avait jamais vu ça, des dragons comme ça ou des monstres comme ça. Donc, c'était nouveau. C'est la nouveauté qui crée l'horreur aussi, hein. Quand on connaît, on a moins peur. Donc, Donjon Dragon, créé par Gary Gygax ou Gigax, selon comment vous le prononcez, et Dave Arneson, pardon. Dans le fond, la maison d'édition, c'est TSR. Le système de jeu, ben, c'est ce qu'on appelle le système de Donjon Dragon ou le D20 système. Ouais. C'est un système qui est très réaliste au niveau du combat et des connaissances des personnages. Euh, il a été beaucoup plus épuré qu'à sa première édition en 1974.
Mais il reste, à mon avis, un des systèmes les plus compliqués au niveau des systèmes modernes à apprendre pour commencer, mais tout le monde le connaît, tout le monde veut y Ouais. jouer, donc la plupart des gens passent par là. Les dés qu'on utilise, ben, c'est les dés à 20, 12, 10, 8, 6 et 4 faces. On lance des D3, mais ça, c'est Et un autre débat. des Le dessins D3 aussi à existe. l'occasion. Ouais, exactement. Puis, dans le fond, chaque dé a sa propre valeur, mais le dé qu'on utilise le plus, c'est le D20 représentant 5 par face pour savoir si on touche ou pas notre cible. Grosso modo, c'est à ça qui sert. Et à voir si nos compétences fonctionnent. L'univers, c'est ce qu'on appelle le médiéval fantastique, qui n'est pas si médiéval que ça d'ailleurs. On y retrouve beaucoup plus de divinités qu'au Moyen Âge. On y trouve beaucoup plus de, comment je dirais ça, d'éléments issus de la féerie que uniquement du fantastique, donc avec les fées, les trolls, les géants, etc. Mais on y trouve aussi des morts-vivants, des dieux, des sciences occultes qui sont plus du côté du fantastique. Ouais. Et les héros incarnent des aventuriers. Point. On peut difficilement faire Ah, mais moi, j'aimerais ça vendre un vendeur de thé qui a un des 4 points de vie et qui ne sait pas se battre. On peut. Théoriquement, on peut tout faire, mais c'est pas ce que je propose. On incarne les sauveurs du monde qui vont probablement finir par le sauver parce que la tradition veut qu'on va toujours adapter les monstres et les difficultés au niveau de nos joueurs. Il y a même Anjou qui pense que Paranoia est plus fun, mais c'est différent. Effectivement, je vais y venir tout à Oui. l'heure quand on va parler de mes jeux préférés. Avant l'entrevue, tu disais qu'il y avait des sous-types d'horreur. La première fois que Oui, j'entendais parler tout de à fait. ça, tandis que Tout à fait. Je vais chercher mes notes. Tout. Où est-ce que j'avais mis ça? Tout. Et moi, ça ne sera pas bien long. Ben, tout à l'heure, j'en ai parlé pendant que je suis en train de chercher oui, le premier type qu'on avait. Ah, ok, c'est bon, je l'ai. Un des premiers types que j'avais parlé, c'était l'horreur gothique. C'est pas mal l'entrée de l'horreur. Donc, on est dans une époque où est-ce qu'on n'a pas toutes les sciences qu'on a aujourd'hui, on n'a pas tous les moyens technologiques qu'on a, mais en fait, on en a suffisamment pour, dans le fond, ben, amener à une compréhension moyenne du monde. Puis, c'est à travers ces lignes de doute et d'incompréhension qu'on va venir faire surgir l'horreur. que Je vous ai, je vous ai résumé les sous-types de l'horreur en 13 sous-types. Il y en a plus, mais pour moi, c'était ceux qui me semblaient les plus représentatifs qui vont de l'horreur. On peut les classer de différentes façons, mais j'ai tenté de vous trouver des exemples dans divers médias et aussi ben, dans les jeux de rôle pour faire oui. comprendre. Donc, c'est ça. Donc, Le document que tu as présentement, ben, on va le présenter. oui, tout à fait, tout à fait. C'est un truc que j'ai fait open source, donc vous pourrez y mettre des commentaires et le prendre à outrance. J'ai pas vraiment de mérite, là. J'ai utilisé beaucoup d'intelligence artificielle pour réussir à le créer. Donc, vous pourrez vous le réapproprier et vous faire vos propres résumés. Donc, Ok. on va commencer avec la première catégorie qui est le biologique et le corporel. Mais je ne parle pas forcément de body horror, c'est deux choses différentes. Donc, dans le biologique et le corporel, on a des transformations, des mutilations, des mutations. On a aussi du grotesque et du dérangeant. Au niveau des jeux de rôle, le jeu qui me vient en tête serait Delta Green, où est-ce qu'on incarne des agents secrets un peu à la Men in Black, sauf qu'on est totalement dépassé contrairement aux Men in Black. On est la CIA, mais du surnaturel. Et comme on joue à un jeu de l'appel de Cthulhu, donc Delta Green, le triangle vert, euh, on est une agence gouvernementale très peu équipée qui va tenter d'aller résoudre des problèmes d'ordre cosmique. Ben, on est tout le temps dépassé. Donc, on va subir des transformations et on va voir des corps qu'on considère normal se transformer. Un exemple que j'ai déjà vu dans une partie, ah, un petit chat. Ah, il est cute. On ne le voit plus, il disparaît. Puis plus tard, on trouve le corps du petit chat par terre mort.
puis en examinant le cadavre, on voit des tentacules qui commencent à sortir de là. Première apparition de l'horreur de la partie, un chat mort, puis en plus, il y a des tentacules qui en sortent. Ça va créer du dégoût, une situation, dans le fond, de dégradation d'un corps de quelqu'un qu'on connaît ou de notre propre corps. Ouais. C'est pour ça que ça nous angoisse, parce que ça vient toucher l'identité physique de la personne. Donc, au niveau de la littérature, on a Le charme discret de l'intestin de Julia Enders. C'est un élément d'humour volontaire de la part de l'autrice. C'est dans le fond de l'horreur biologique où est-ce que on parle beaucoup de tripaille et d'intestin et de tout ce que vous voulez. Mais on pourrait parler aussi de la métamorphose de Frank Kafka, qui Ouais. vient toucher, dans le fond, une métamorphose dont ceux qui l'ont déjà lu savent très bien de quoi je parle. Ouais. Je ne vous en dis pas plus. Mon film préféré au niveau du body horror, je pense que ça serait The Fly, où un scientifique crée une machine pour se téléporter, mais malheureusement, en l'utilisant, il se transforme à une créature monstrueuse, mi-homme, mi-mouche. Pour 1986, pour l'avoir écouté il y a quelques années, c'est encore très, très bien fait. C'est beaucoup de make-up, mais c'est saisissant. Puis dans La les mouche en jeux, français, c'est ça. oui, la Fly. mouche, exactement. Puis dans les jeux vidéo, un des plus connus, c'est Resident Evil. Donc, on commence avec le premier avec des simples zombies, puis plus ça va, plus les limites de la chair sont explosées. On commence avec un humain standard qui finit par finir par mesurer des plusieurs étages de haut. Donc, il n'y a pas beaucoup de limites là-dedans. Là, tu parles-tu de Nemesis ou. Ouais, des choses comme ça, là, ou des monstres qui sont plus grands, là, etc., là, qui se transforment dans les autres opus. Ok. Deuxième type, on a la claustrophobie, donc les huis clos. Le jeu de rôle peut-être le plus connu, ça serait Alien RPG. Donc, on est dans Alien, on est dans un vaisseau, et dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Donc, vous devez vous débrouiller pour vous enfuir ou faire exploser votre vaisseau ou trouver la solution que vous considérez la meilleure pour survivre. Il y a aussi un autre jeu de rôle que j'aimerais bien essayer qui s'appelle Ten Candles, où est-ce qu'on va utiliser 10 sources lumineuses dans le jeu pour symboliser la fin du jeu. Donc, on joue dans une pièce, on met 10 chandelles, et à chaque fois qu'il y a un événement qui se passe, on en éteint une. Donc, l'ambiance se change au fur et à mesure. Dans la littérature, on a La chose sous les flots de Lincoln Child, où est-ce qu'on a une créature sous-marine, une exploration sous-marine qui tourne au cauchemar, donc comme un peu Diabys. Pour ceux qui ont le écouté. Maman Jo aime beaucoup ce film, hein? Clin d'œil. Puis aussi, il y a Dead Space dans les jeux vidéo. Est-ce qu'on est dans un vaisseau spatial et les choses ne tourneront pas comme on le souhaite. Puis on tombe dans le cosmique. Ouais. Oui, vas-y. Il y a même un jeu qui disait Alien Isolation. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est du huis clos, même si le lieu est immense. Voyons, Sébastopol est immense. On est quand même coincé là et il faut trouver le moyen de s'éjecter de cet endroit-là. On tombe maintenant dans le cosmique avec l'appel de Cthulhu. Donc, le cosmique, qu'est-ce que c'est? C'est la rencontre avec des forces surnaturelles qui dépassent l'humanité. Donc, tout ce qu'il connaît. On parle de créatures en 4 dimensions qui n'ont pas sa place dans notre monde. On parle de forces gigantesques. Exemple, une galaxie veut votre mort et vous ne savez pas pourquoi. Et je ne parle pas de la galaxie entière, mais la galaxie est une entité. On se rend, dans ce jeu-là, on explique que vous imaginez que l'humain et la fourmi se croisent tous les jours sur une autoroute. La fourmi n'a aucune idée que les voitures passent et les humains n'ont aucune idée que les fourmis. Puis un jour, les humains se rendent compte que les fourmis existent et décident de Ouais. les exterminer. C'est l'arrivée des grands anciens, des énormes monstres, etc. Auquel on ne peut rien faire. Parce que c'est la base de certains jeux d'horreur. Vous allez mourir. Et Ouais. certains joueurs de jeux de rôle n'acceptent pas cela. Parce que pour eux, c'est c'est une aventure, on est supposé pouvoir gagner le jeu de rôle. Mais non, il faut arrêter de penser comme ça, les amis. Un jeu de rôle, on ne gagne pas ça. On le vit. Ils sont là pour gagner.
Exactement. Oui. Donc, les montagnes hallucinées de H.P. Lovecraft sont une exploration de terre gelée en Antarctique avec de l'horreur cosmique. Donc, on va y trouver des choses. Et selon moi, le summum du cinéma, c'est The Thing de 1992, où est-ce qu'une créature extraterrestre, en Antarctique toujours, sûrement inspirée de Lovecraft, décide de dire bonjour et de commencer à utiliser les installations technologiques, utiliser les corps des gens qu'elle trouve pour communiquer. Donc, voilà. Et dans les jeux vidéo, on a Bloodborne, qui est un mélange de Ouais. folk et d'horreur cosmique parce qu'on a des créatures qui viennent d'un autre monde. Oui. Il y a Mamanjou qui dit The Abyss, raison pour laquelle j'ai appris à nager. Il a dit Bloodborne est très Lovecraftien aussi. Et un Exactement. des meilleurs jeux de PlayStation, oui. Oui. Ensuite, Vrai ça, que on tombe dans l'horreur extrême. Le body horror, vraiment. Si on avait des transformations dans le corporel biologique, là, on est dans la torture. Là. On est dans la psychologie. On est vraiment dans le moment où est-ce que tu sens ton épaule se décoller de toi-même et genre dans les détails. C'est le genre d'horreur que je ne recommande pas en jeu de rôle parce que ça vient toucher à beaucoup de trucs très gore, très sale, très traumatisant. Donc, moi, je ne vous recommande pas ces jeux-là, mais il existe des jeux de rôle comme Lamentation of the Flame Princess, qui est un jeu de rôle d'horreur graphique avec des scénarios médiévaux sombres. On a aussi Slasher Flick RPG, donc vous incarnez des personnages dans un slasher, tout simplement, comme les Freddy, les Jason et les Halloween de son monde. On a ensuite de ça les Timitsé, qui est un clan de vampires de mascarade que certains vont nommer les Timis. Euh, c'est des vampires qui ont la capacité de transformer la chair, en fait leur propre chair, mais aussi la chair des autres, pour transformer quelqu'un, un humain, en porte-bougie. Donc, il y a une bougie qui est restée dans la main, puis il y a de l'huile qui coule de sa tête, puis il n'y a aucune autre fonction que ça, parce qu'on a transformé son corps. Il peut se déplacer, mais il est dominé complètement et il accepte pleinement sa fonction de porte-bougie défigurée. wow. Par la suite, on a dans la littérature Les âmes perdues de Poppy Z. Bright. On est plongé dans des thèmes sombres, perturbants et, dans le fond, qui ont une approche extrême, tout simplement. Au cinéma, Martyr, au pluriel, de 2008. C'est un film qui exploite la souffrance et l'humanité. Et puis, dans les jeux vidéo, on a Outcast, où Ouais. les joueurs doivent survivre dans un asile avec des expériences sadiques. Il y a aussi The Evil Within, qui est Ouais. un peu plus connu en termes de narration. Ouais. Il y a Mamanjou qui dit ça me parle, moi, le gore, que je trouvais dommage avec Vampire la Mascarade. Trop politique, pas assez de gore. C'est ça aussi que j'ai un peu décroché du genre. À ce moment-là, il faut trouver un groupe avec un narrateur qui accepte ça. Tout à l'heure, je vais vous parler de comment faire de l'horreur de façon bienveillante. On va pouvoir en reparler. Cinquième thème, Ok, oui, vous parfait. voulez dire quelque chose? Le folklore. Oui. Donc, on parle des mythes, des croyances locales. Le folk horror, ça exploite les dangers des traditions rurales et des cultes païens. Donc, on peut penser à des livres comme Le Grand Dieu Pan d'Arthur Machen. Pardon. On explore, dans le fond, un culte païen qui vénère le Grand Pan et ça a un impact sur l'humanité. Dans les films, on a Midsommar. C'est un film que j'ai jamais vu. Mais apparemment, ça se passe en Suède, en région rurale. Et il y a des rites macabres qui sont cachés sous une façade paisible. Dans les jeux de rôle, on a Vysen, où est-ce que les joueurs enquêtent sur des créatures du folklore nordique dans un univers gothique. Et on a Beyond the Wall of an Other Adventure,
qui est un jeu qui s'inspire des contes de fées, de folklore, pour créer des histoires d'horreur rurales. Donc, le folklore rime avec des gens qui ont des traditions, qui ont des croyances. J'ai déjà entendu parler qu'il y avait un village très au nord de l'Irlande, si je ne me trompe pas, où est-ce qu'ils croient réellement aux changelings, donc aux fées qui Ah, vont voler les enfants pour les remplacer par d'autres enfants, les leurs, et qui vont avoir plein de cultes liés à ça. ok. Puis au niveau des jeux vidéo, ben, je pense que le plus connu, c'est The Witcher 3. Ouais. Euh, les quêtes secondaires sont remplies de mythes folkloriques européens. Il y a d'autres sous-types de jeux d'horreur. Oui, le gothique, on en a parlé tout à l'heure, donc Oui. je vais passer très vite dessus. Vampire la Mascarade est un jeu gothique à la base, même s'il s'est modernisé avec le temps. On est des vampires, donc on vient d'une autre époque, puis cette époque-là, ben, elle nous manque. Donc généralement, les vampires vont rester un peu scotchés à leur époque. Dans Donjon Dragon, tiens, je vais faire un petit aparté, Oui. Ravenloft, qui est la partie la plus gothique. On est dans un univers qui est probablement le rêve d'un vampire gothique qui a créé son propre univers dans ses rêves et tout est mauvais dans cet endroit-là. La détection du mal des paladins, ça n'a pas à grand-chose. Et la littérature, ben, on a Dracula de Bram Stoker, qui est probablement Ouais. le plus grand classique gothique. Au cinéma, on a Crimson Peak, qui est une romance sombre dans un manoir hanté. Au niveau du jeu vidéo, on a Bloodborne, mais on a aussi Castlevania, qui est littéralement Dracula adapté au jeu vidéo. Ok. Septième type, le Ah, t'as combien de types, oui, Steve Vegan? 13. Combien? 13. Ok. On est rendu à moitié. Ok, parfait. Tu veux que j'accélère, c'est ça? Ah non, 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 non. Parce que. Parfait. Vas-y. On a le type du passé ou le rétro-futuriste. Donc, le passé, ben, c'est toutes les époques avant la nôtre, bien sûr. Mais le rétro-futuriste, c'est on est dans le passé, mais on a des éléments technologiques. Exemple, le steampunk. On est avant l'électricité, mais pourtant, on va avoir des technologies qui marchent uniquement à la vapeur. Exemple, votre rasoir du matin pour vous raser, ben, il y a une petite turbine avec un petit réservoir d'eau, puis un petit réservoir à charbon, puis votre rasoir, ben, il marche à la vapeur. Tout va fonctionner à la vapeur. Ça donne des situations un peu extrêmes, un peu bizarres, avec des fuites d'huile. L'huile, ça va plus être diesel punk, mais tous les problèmes que vous pouvez voir avec une pompe à charbon ou une pompe à huile, ben, vous allez les avoir à cette époque-là. Puis il va y avoir des situations comme des robots géants qui marchent à la vapeur, des Gundam. En voulez-vous, ça peut exister. Autre exemple d'univers rétrofuturiste, Naruto. Dans Ah oui. Naruto, on a l'impression qu'on vit dans le passé, dans presque du féodal. Mais dans les installations de Konoha, ben, il y a des ordinateurs. On ne sait pas d'où ça sort. Donc, est-ce qu'il y a eu Ouais. un cataclysme? On ne sait pas. Donc, ben, là-dedans, j'ai plein d'exemples. Je vais les dire en rafale rapidement. Dark Age, Vampire la Mascarade, Dark Age, c'est le jeu d'horreur Vampire si vous voulez jouer à l'époque de l'âge sombre avec des vampires très, très puissants qui, eux, n'ont pas connu les âges récents. On a Victoriana, qui est du steampunk. On a The One Ring, qui est dans l'univers de Tolkien, qui est un peu plus proche de l'Antiquité, mais c'est quand même, ça ressemble à du médiéval fantastique aussi. On a l'appel de Cthulhu, qui est l'époque industrielle, donc 1925. Ensuite, ça, dans la littérature, on a le nom de la rose au niveau médiéval, où est-ce c'est une enquête de deux moines. Euh, ensuite de ça, on a la machine à explorer le temps, qui est du steampunk, littéralement. On a les Métamorphoses, qui est en Antiquité avec l'œuvre d'Ovide. C'est des dieux et des créatures mythologiques qui vont peupler le monde avec leur terreur. On a Germinal, qui est l'époque industrielle d'Émile Zola, qui explore, dans le fond, la révolution industrielle et ce que ça fait à la misère humaine. Au cinéma, on a le septième saut, qui est médiéval, avec, dans le fond, qui parle de la mort, de la foi et des angoisses humaines. Le Prestige, qui est du steampunk, ça se passe à l'époque victorienne. On a le Gladiateur, ben, Gladiator ou Gladiator 2 qui se passe à l'époque antique.
Metropolis, l'époque industrielle. On a, dans le fond, un film qui est très expressionniste, où est-ce qu'on va voir des masses opprimées confrontées à une société qui est déshumanisée et mécanisée. Dans les jeux de rôle, Blasphemous pour le médiéval. Ouais. Donc, on fait partie de l'Église et on doit se battre contre des ordres de monstres démoniaques. On a Dishonored pour le steampunk. On a Cave Story pour l'Antiquité. This War is Mine pour l'époque industrielle. Donc, Ouais. on est pendant une guerre et on doit survivre. Voilà. Le huitième thème s'en vient. Il y a des questions, des commentaires? Bon, ben, les questions, on va les prendre à la fin, comme qu'on avait dit. Parfait. Ouais. Le psychédélique. Le psychédélique, c'est quand on consomme des produits ou que notre mental commence à créer des hallucinations, des distorsions de la réalité et une ambiance qui est surréaliste. Dans les jeux de rôle, on a Unknown Harmies, qui est un mélange de mysticisme et de paranoïa dans une réalité qui est complètement déformée. Et on a Invisible Sun, dans lequel on a un univers onirique, donc on est dans l'univers des rêves. Dans la littérature, on a Le Festin nu, qui est un voyage cauchemardesque à travers des hallucinations et des dépendances, donc la drogue. Le cinéma, on a Mandy, une expérience visuelle où la vengeance se mêle à un trip psychédélique. Et au cinéma, on a un de mes films préférés, Le Parfum, histoire d'un Ouais. meurtrier. Donc, c'est un jeune homme Ouais. qui n'a pas vraiment grand-chose pour lui dans la vie, mais qui va se rendre compte qu'il a un pouvoir surnaturel. Il a un odorat hyper développé et il va l'utiliser pour ses propres fins en créant, vous l'aurez deviné, un parfum spécial. Très bon comme livre. Oui, effectivement. Dans les jeux vidéo, il y a Control. Puis je pense aussi à BioShock qui joue avec le psychédélique parce qu'on va s'injecter des choses et ça va nous transformer. La neuvième thème, la psychologie et l'horreur sociale. J'ai mixé les deux parce que la psychologie, c'est notre rapport à des traumatismes, à des états mentaux, à des émotions, à des perceptions de personnages et, en fond, du spectateur de l'œuvre. Et de l'autre côté, le social, ben, ça touche à des thèmes qui sont beaucoup plus liés à des personnes, donc le racisme, le sexisme, les égalités envers les personnes, sous une lentille horrifique. Euh, Au niveau des jeux de rôle, il y a, ça c'est un jeu que je vais essayer parce que je l'ai vu souvent réapparaître dans ma recherche, La fiancée de Barbe Bleue, Blue Barb's Bride. C'est un joueur, en fait c'est un jeu où est-ce qu'on les joueurs incarnent les différentes facettes d'un seul personnage, la femme de Barbe Bleue. Donc, puis on est confronté à des horreurs psychologiques. Culte, qui est un autre jeu de rôle que je vais essayer, qui un peu à l'appel de Cthulhu, qui va toucher à des thèmes de désespoir, de folie et de réalité altérée. Puis on va pouvoir avoir des thèmes qui vont être liés vraiment à, ben, exemple, être dans une usine où est-ce qu'on fabrique de la saucisse, puis se rendre compte que ben, il y a quelque chose qui se cache derrière. Ouais. Euh, voilà. Au niveau de la littérature, il y a Shutter Island. On est sur une île et ben, ça se passe pas comme on pensait au niveau mental. Et on a aussi Nous avons toujours vécu au château de Cheryl Jackson. C'est une réflexion sur la marginalisation sociale et la paranoïa. Au niveau du cinéma, Black Swan. Donc, on a une femme qui devient danseuse et qu'elle reçoit une pression pour la perfection. Donc, il n'y a rien de plus mental que ça, je pense. Et il y a aussi Get Out, excellent film si vous ne l'avez pas vu, où est-ce qu'un jeune garçon va rencontrer sa belle famille et se rendre compte que ben, c'est vraiment pas net ce qui se passe là-bas. Et ça traite des problèmes de racisme au sein des États-Unis.
Au niveau du jeu vidéo, on a Silent Hill. Le deuxième m'a été recommandé, où est-ce que c'est une quête personnelle dans une ville hantée Ouais. qui représente l'esprit des personnages qui y habitent. Et jeu vidéo que Maman joue a joué elle-même, puis Happy Few, qui est un jeu que j'aime beaucoup Ouais. présenter. Ça se passe dans un Londres dystopique où, ben, je ne peux pas vraiment le dire parce que je vais vous gasser, mais juste après la Deuxième Guerre mondiale, c'est tout ce que je peux vous dire. Et ben, les gens, ils sont très heureux. Au Il faut graphique, qu'ils soient c'est. très heureux. Au graphique, c'est spécial, là. C'est dérangeant, vraiment. Ouais, ouais. Les bobbies, les policiers, ouais, c'est très dérangeant. Ouais. 10e thème, le post-apocalyptique. Là, on est après un cataclysme. Le post-apocalyptique, c'est le petit frère du survivalisme. Je vais vous expliquer pourquoi. Le post-apocalyptique, ça vient toujours après un traumatisme planétaire. Donc, la Lune est en train de s'effriter, est en train de tomber sur la Terre et les gens essayent de survivre comme ils peuvent. Ouais. Ou, je vais vous parler, ce n'est pas un film, mais c'est une série que j'ai beaucoup aimée, de Falling Skies, où est-ce que des entités extraterrestres ont attaqué la Terre et ils ont gagné. Et là, vous avez des petites branches de survivants qui tentent de se battre contre eux parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose que tenter de se battre, t'sais. Parce que sinon ils vont être réduits à l'esclavage. C'est vraiment une très bonne série. Il faudrait que je la revoie à un moment donné. Je vous la recommande. Au niveau des jeux de rôle, on a Mutant Year Zero, où les joueurs vont incarner des mutants, mais au niveau survivaliste. Dégénériste, je vais te laisser en parler parce que tu le connais mieux que moi. Ouais, ben c'est un monde post-apocalyptique. Donc, la société s'est comme reconstruite avec différentes classes puis différentes races. Même bien fait, là. J'avais testé comme joueur avec un de mes amis, puis j'ai bien aimé ça. Je vous le conseille. Dead Genesis Rebirth, c'est ça? Ouais, c'est le dernier qui est sorti. Ah oui. Ça doit faire. Au niveau de la littérature. Oh, bah, vas-y, excuse-moi, Non, t'avais-tu je fini? disais, ça doit faire 2-3 ans que j'ai joué. C'est un juge avec un gigantesque marteau, là. Quand même épique, ouais. Au niveau de la littérature, on a La route de Cormac McCarthy. C'est un père et son fils qui survivent à un monde post-apocalyptique. Désolé, donc on n'en dit pas plus. Au cinéma, film de zombies assez très connu. 28 jours plus tard. Donc, vous vous réveillez dans un hôpital, puis il n'y a plus personne. Tout le monde est parti, puis vous ne comprenez pas pourquoi. Série de jeux vidéo et série au grand écran de Last of Us, où est-ce qu'on voit les relations humaines dans un monde ravagé, où est-ce que les gens essaient d'avoir une vraie vie, d'avoir des joies, des découvertes, des relations humaines. Très, très beau jeu. Ça m'étonne que Tombe t'as. dans. Oui. Oui. Ça m'étonne que t'as pas parlé de Fallout. Ah là, c'est pas un jeu d'horreur pour moi. Ah, non. Pour moi, c'est pas un jeu d'horreur. C'est un Ok. jeu d'aventure. Parce Ok. que oui, il y a de la peur. Il y a des thèmes sociaux, genre Ouais. les super mutants, etc. Tout ça, mais c'est pas de l'horreur, proprement parlé. On n'a pas peur. Les gens continuent à utiliser l'atome après ce qui s'est passé. Fait qu'ils n'ont pas peur. Là. Non. Ça, ils ne sont pas traumatisés. Là. Bien qu'il y a des gens qui sont traumatisés, mais c'est ça, c'est une histoire. Ouais. Le satirique et le comique. Parce que qui dit qu'il ne faut pas rire un peu quand on a peur? On parle d'humour qui contiennent des moments de tension, des scènes d'horreur marquantes, du rire jaune, c'est du. On rit, mais on n'est pas très à l'aise. C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Puis ça va souvent toucher des aspects sociaux, ça va souvent venir critiquer avec cynisme la réalité. J'aurais pu le mettre dans le précédent, dans Post-Apo, mais on l'a mis dans satirique, Paranoia. Parce que Paranoia est un jeu très drôle. Bonjour citoyens, vous êtes dans le complexe Alpha, créé et orchestré par l'ordinateur. Et l'ordinateur est votre ami. Vous devez survivre. Vous êtes des infrarouges présentement, sous caste, et vous devez tenter de grader les échelons. Sauf que tout le monde veut grader les échelons. Tout le monde est contre vous. Mais Paranoia, c'est pas comme Portal, là. C'est Portal aussi, On t'as pourrait comme le mélanger robot. ça. Ah, On pourrait mélanger Portal, Fallout, puis ouais, ça pourrait être un mix des deux. ok. Pour illustrer l'histoire, là,
Il s'est passé quelque chose, la Terre est plus habitable, puis vous êtes dans le complexe alpha. Tout ce que vous savez. Puis vous êtes des clones. Donc, vous avez des vies quand vous mourrez. Mais vos clones se désagrègent petit à petit. Et c'est très drôle. Le but, c'est de se troller les uns les autres. Y a pas, vous travaillez, les joueurs travaillent tous ensemble, mais c'est pas pour autant qu'ils sont des alliés. Monsters. Les joueurs incarnent littéralement des monstres dans des scénarios absurdes et humoristiques. Dans la littérature, les zombies ont mangé le monde de Jerry Friesen. C'est une série de comics de zombies dans un monde où les humains et les zombies coexistent. Donc, c'est normal d'avoir des zombies dans son jardin, etc. Dans la littérature American Psycho, c'est une satire matérialiste et de la psychose humaine. Au cinéma, Shaun of the Dead, le très connu. Puis dans les jeux vidéo, il y en a un que j'ai trouvé, puis je me suis dit, ça fait pas peur, mais c'est vrai que c'est un thème horreur. Plantes versus zombies. On doit se battre contre des zombies et on a des plantes. Ouais. Donc, c'est vraiment une invasion très comique, très cutie de zombies, mais en tour par tour avec des petites towers, des petites tours pour défendre son jardin. C'est très, très Ouais. mignon. Côté horreur, par exemple. Destroy All Human. C'est une satire de l'humanité, puis on voit ça sous le prisme d'une invasion extraterrestre. Vous êtes des aliens dans ce jeu-là. La science-fiction, qui est la maman de plusieurs de ces autres types-là, la science-fiction, elle est très cantonnée dans un cadre très, très précis. Star Wars n'est pas de la science-fiction. C'est de la fantaisie fictionnelle. C'est de la fantaisie, comment je peux dire, spatiale. C'est pas de la science-fiction. Parce que pour que ça soit de la science-fiction, il faut que ça soit dans notre monde à nous, avec des enjeux que l'humanité pourrait rencontrer. Si vous n'êtes pas dans un monde réaliste, pas dans un monde que l'humanité pourrait explorer, c'est pas de la science-fiction. Exemple, Alien the RPG, c'est très, très dans un monde où est-ce que des corporations ont supplanté les gouvernements et envoient des humains à travers l'espace où est-ce qu'ils doivent payer pour leur air, leur eau, leur nourriture, etc. Ben, les humains ont perdu la bataille, là, les corporations ont gagné, puis plus personne ne peut rien faire. Là, parce que les corporations vont toujours envoyer quelqu'un pour dire que tout va bien. D'ailleurs, j'ai écouté avec Maman Joue le dernier voyons, Alien qui, dès son ouverture, montre très bien qu'on est dans un monde de science-fiction où est-ce que les super corpos ne vous laissent rien. Mothership, vous êtes dans un jeu de survie où est-ce que vous êtes dans l'espace et vous êtes en danger contre des extraterrestres. Littérature, Solaris de Stanislaw Lem, une entité extraterrestre qui manipule les esprits scientifiques humains. On pourrait penser aussi à V, la série V, pas V pour Vendetta, mais la série V, où est-ce qu'on a des extraterrestres qui débarquent sur Terre et qui, tranquillement, pas vite, font de la politique et remplacent des gens. Et ben, ça ressemble beaucoup à Vampire la Mascarade, en fait. Au cinéma, bon, on a les Aliens, bien sûr. Puis dans les jeux vidéo, on a Dead Space qui revient. Mais imaginez tous les jeux de l'espace, mais aussi tous les jeux où est-ce qu'on est dans le futur. Cyberpunk est un jeu de science-fiction. Ça pourrait nous arriver et ça va nous arriver dans un futur plus ou moins loin. Être le plus beau, avoir des chirurgies, c'est devenu presque normal aujourd'hui. Fait qu'en sera-t-il dans 10 ans? C'est ça que pose comme question la science-fiction. Le 13e type, survivaliste, qui est le grand frère du post-apo. Donc, dans le survivaliste, vous n'êtes pas forcément dans du post-apo, mais vous pouvez, dans le fond, vivre de l'horreur en essayant d'en survivre. Exemple, Zombicide RPG, où est-ce que vous devez survivre à des hordes de zombies. C'est pas forcément un jeu que je recommanderais pour faire de l'horreur parce qu'on est plus dans l'action. On est plus dans le but, c'est de se défendre, c'est de cracher de la balle, c'est tenter de péter des têtes de zombies. Mais tout peut être apporté avec plus de narration, à mon avis. Outbreak, Undead, lui, dans le fond, fait plus, dans le fond,
dans les relations d'un groupe qui veut sauver sa peau. Dans la littérature, Le fléau de Stephen King. Ouais. Maman joue pour en parler, elle a probablement déjà lu. Euh, c'est des survivants qui tentent de reconstruire un monde après une pandémie dévastatrice. Là, on serait dans le post-apo. Au cinéma, A Quiet Place ou n'importe quel film du genre, ben il y a des monstres qui sont très, très sensibles au son. Donc, imaginez New York silencieux. Euh, et dans les jeux vidéo, on a Resident Evil. Donc, c'est du survivaliste. Mais tous les The Forest, vous êtes pogné sur une île déserte, ben, il Ouais. n'y a, a pas de technologie. Là. Vous devez vous faire un abri puis survivre aux intempéries, mais il y a aussi des gens dans la forêt qui ne vous voient pas d'un bon œil, qui sont curieux. Puis, qu'est-ce qui va se passer si vous les rencontrez? Est-ce qu'ils vont être vos alliés? Probablement pas. Hein? Peut-être, peut-être. Voilà. C'est Ok. ça l'horreur. C'est tout ça. Quand même beaucoup. Hein? Il y a des jeux d'horreur, jeux de rôle d'horreur que tu aimerais nous parler qui ont marqué l'histoire du genre. Tout à fait. Je vais aller vite parce que j'ai pris beaucoup de temps pour en parler un peu partout, mais le premier, je pense, qui a été mon jeu de rôle coup de cœur et qui va le rester pendant longtemps, tout ce qui est en lien avec le Wall of Darkness, c'est-à-dire Vampire la Mascarade, etc. C'est un jeu de 1998 par Ray Hagen et Mark, qui sont deux auteurs de jeux de rôle. Il a beaucoup évolué entre-temps. Il a beaucoup changé. Il y a différentes éditions. Moi, je vous recommande la 5e édition, bien que beaucoup de gens sont encore dans l'édition des 20 ans. Mais vraiment, c'est un jeu d'horreur psychologique, personnel et aussi politique. Mais la V5 permet beaucoup plus d'horreur personnelle. Le fait de devenir un vampire parce que ça engendre. C'est pas un party. C'est vraiment pas une grande fête de devenir un vampire. C'est un beau job. Ça se passe à notre époque. Ça peut se passer dans une autre époque. Excuse-moi, Steve Vegan, il y a Mirage d'Or qui a fait un Rick Roll. Peux-tu répéter ce que tu disais aux dernières secondes? What? OK, il a payé des points pour acheter quelque chose? Ouais, il a payé des points. Ah! Lève ta main s'il y a un problème, OK? Ouais, Je ouais, te ouais. vois du coin de l'œil. Ah, C'est c'est bon. ça. Ok. Donc, c'est ça. Donc, Vampire la Mascarade, on est dans de l'horreur personnelle, de l'horreur politique. On est dans une conspiration où, Ouais. ça, je ne l'avais pas dit, on est dans une conspiration où des vampires incognito contrôlent les humains dans l'ombre. Donc, c'est vraiment une joke que les Simpsons ont fait quelque part. Ok. Et puis, c'est vrai, c'est Millard qui dit ça dans un épisode. Et puis, ben, les joueurs font partie de cette conspiration-là. Ils y rentrent. Ils doivent tenter de prendre leur place, sauf que personne ne veut vraiment leur en laisser de la place parce que le sang, c'est limité. Vous êtes de trop, en fait, quand vous arrivez parmi les autres vampires. C'est idéal pour faire de l'enquête. Vraiment, c'est vraiment un bon jeu pour faire de l'enquête. Ok. Dans la même. Oui, vous le Non, dites quelque c'est chose? correct. Parfait. Donc, dans les jeux de rôle du même acabit, il y a Changeling the Dreaming. Changeling, c'est on incarne des fées, en fait des demi-fées, des humains qui ont en eux l'étincelle féerique, qui sont descendants de fées, etc., il y a très longtemps. Et ils ne se nourrissent pas de sang, les fées, ils se nourrissent de glamour, de l'énergie des rêves, du merveilleux, du ha-ha. Sauf qu'on est dans un monde qui est de plus en plus terne, de plus en plus triste. Les gens rêvent de moins en moins, ils sont tous sur les pilules. Il y a quelque chose dans l'air de triste, de sombre, d'épeurant. Donc, le glamour, il y en a de moins en moins. Les fées doivent s'allier ou se combattre pour tenter d'y avoir accès. Et c'est des jeux de politique avec des elfes, des trolls, des pukas, qui sont des hommes d'animaux qui mentent tout le temps, des satyres, etc. Là, nommez-les, ils existent. Et puis, c'est très politique. C'est vraiment de l'horreur, mais féerique. Changeling. Oui, Changeling de Dreaming, il n'y a pas la nouvelle édition encore. Il y a Changeling de Lost, qui est une autre version du jeu, où est-ce qu'on incarne des objets de grandes fées de puissance surnaturelle. Un petit peu Ok. différent, mais aussi pas négligeable non plus. Mon troisième jeu, Little Fear Nightmare Edition. Little Fear, qu'est-ce que c'est?
on joue des enfants, littéralement. Et on va se battre, on va tenter de survivre face aux horreurs enfantines, aux bonhommes 7 heures, au monstre sous le lit, à l'arbre qui a l'air d'un gros monstre devant chez soi, qui est en fait un gros monstre, mais les humains le voient. Les adultes ne le voient plus, ça. Fait que c'est vraiment un jeu idéal pour reparler des horreurs de l'enfance, pour se replonger dans. On était comment déjà qu'on avait 5-6 ans? Hein? T'avais peur du noir, hein? Ben, t'es dans le placard, puis la porte est barrée. Ensuite de ça, le premier jeu d'horreur que j'ai testé, Call of Cthulhu. On était une dizaine dans un sous-sol d'une fille qui nous a fait une. Puis c'était une hécatombe. Donc, à chaque scénario, à chaque partie du scénario qu'elle avait créé, il y a quelqu'un qui devait mourir s'il n'avait pas fait telle chose. Fait que, tranquillement, pas vite, les gens quittaient sa maison. Puis, dans le fond, on continuait à jouer. J'étais dans les survivants. Puis, c'était vraiment super cool. C'est vraiment super cool. Puis, c'est vraiment un jeu où est-ce que c'est un jeu d'enquête où est-ce qu'il y a beaucoup de descriptions. C'est une chose que je n'ai pas mentionnée à travers les jeux de rôle, à travers les mécaniques de jeux de rôle. Mais contrairement à Donjon Dragon, quand vous jouez à un jeu narratif, vous n'avez pas forcément de ce qu'on appelle des battle maps, de plans de cartes où est-ce qu'on vous situe dans l'espace. Exemple, vous êtes dans un manoir, ben vous dites que vous êtes dans la cuisine. Pas besoin de dire que vous êtes à côté du troisième tiroir face à l'étui à couteau. Là. Vous êtes dans la cuisine, vous avez accès à tout ce qu'il y a dans la cuisine. On est beaucoup plus dans la description. Vous êtes dans le salon, pas besoin de dire OK, je suis proche de la fenêtre pour sauter en cas où. Non, vous allez le dire au moment. Mon personnage, s'il est proche de la fenêtre, se défenestre. Ben, le maître de jeu va vous dire ce qui se passe. Ouais. On est beaucoup plus dans l'imagination que dans le concret. Pas besoin de calculer, ouais, ben ton 9 mm, il ne se rend pas à 43 mètres. On n'a pas besoin d'aller là. Là. Le maître de jeu va vous dire, tire, mais ça ne marche pas, tu rates ta cible. La description est vraiment importante. Là. Oui, Plus exactement. On importante est que. vraiment. C'est un jeu, c'est des jeux qu'on appelle narratifs, contrairement à Donjons Dragon, qui peuvent être narratifs. Mais Donjons Dragon, c'est stratégique. Ouais. Tout est une question de chiffres. Donc, dans l'appel de Cthulhu, justement, vous incarnez des enquêteurs malgré eux qui vont devoir élucider dans un village, dans un chalet, sur une île, un mystère qui est souvent teinté d'occulte et vous allez devoir y survivre. Bon. Ok. On dit souvent dans l'appel de Cthulhu, à la fin de la partie, vous êtes soit mort, soit fou. Et beaucoup de gens n'aiment pas ça parce qu'ils se disent, je pense que est-ce que je l'ai dit tout à l'heure? J'en ai parlé tout à l'heure? Répète-le donc. Oui, je t'en ai parlé hier. Je t'en ai parlé hier. Ouais, tu m'en. Dans l'appel de Cthulhu, il y a beaucoup de joueurs qui n'aiment pas l'appel de Cthulhu quand ils aiment Donjon Dragon parce qu'ils se disent ah, mais tu peux pas gagner. Tu sais, on va devenir fou, ça sert à quoi? Mais c'est le voyage qui est le fun. C'est le voyage dans les ténèbres qui est le fun. C'est les frissons qu'on a. C'est OK, ben, t'entends des bruits de pas qui s'en viennent au coin du mur. Qu'est-ce que tu fais? Tu te sauves? Tu attends de voir avec ta lampe de poche? Ou tu fermes ta lampe de poche puis tu t'en sers comme une arme contondante? Qu'est-ce que tu fais? Tout est dans l'obscurité. Tout est dans l'inconnu. Donc, la 7e édition, c'est, je crois, la dernière qui est sortie. Elle date quand même de 2014, puis il y en a peut-être une 8e qui est sortie, je ne suis pas au courant. Mais la 7e, c'est celle que j'ai. Elle est très, très, très rigide. C'est vraiment un jeu un peu à la Donjon Dragon, avec beaucoup de statistiques. C'est des dessins qu'on lance. Ok. C'est beaucoup moins statistique que Donjon Dragon quand même, mais c'est long faire un personnage. Puis il y a un gros aspect sur c'est quoi les éléments qui protègent ta santé mentale. Mais on est très proche d'un jeu du DV System avec la 7e édition. Par contre, moi, le jeu que je vous recommanderais, c'est Cthulhu Dark. Cthulhu Dark, que vous pouvez trouver gratuitement sur le net. C'est un jeu dont le système tient sur 7 pages recto verso. Ou non, 4 pages recto verso. Call of Cthulhu, c'est-tu gratuit ça aussi? Non, hein, je pense. Non, vous allez devoir trouver les livres. Ben, vu que 2014, vous devriez peut-être les trouver gratuitement sur le net, mais je ne vous dirai pas où, donc bonne chance. Mais, mais Cthulhu Dark, c'est vraiment gratuit. C'est quelqu'un qui a créé son propre système. C'est très minimaliste. Vous avez 2 statistiques. Votre santé physique et votre santé mentale. Vous n'avez pas de force, pas de dextérité, pas de capacité pour lever une chaise. Là. Vous avez
juste votre santé physique, votre santé mentale. Puis même qu'il y a une version du jeu où est-ce qu'il n'y a pas de santé physique. Ok, juste la santé mentale. Puis quand vous voulez savoir s'il y a une action, quand vous faites votre personnage, vous décidez votre nom, votre métier. Ce métier-là vous donne une liste de compétences non exhaustives que vous pouvez réclamer au maître de jeu, qui n'est pas écrit. Là. Mettons que tu es plombier, mettons. Ben, tu es capable de défaire des tuyaux, vérifier une fuite, utiliser des outils, conduire une vanne, etc. Tu es capable de faire ce genre de choses-là. Tu connais les salopettes, etc. C'est vraiment n'importe quoi. Puis tu vas te choisir deux traits qui ne sont pas en lien avec ça. Exemple, en tant que plombier, euh, tu sais exactement quelle heure il est en tout temps. Pas forcément les plombiers n'ont pas forcément cette qualité-là, mais toi, tu peux la choisir. Ouais. Ou tu as une très bonne mémoire, ou tu sais toujours quand quelqu'un te ment. Ouais. Et puis, ben, c'est un salon qui est idéal pour des one-shots. Moi, l'horreur, je pense que ça passe aussi beaucoup par le one-shot. La fin n'est pas importante. La fin, vraiment, va vous dire, OK, vos personnages ont peut-être survécu, mais dans quel état? Fait que des C'est campagnes, correct qu'il n'y ait pas de suite. campagnes d'horreur, c'est pas l'idéal selon toi. Ben, moi, personnellement, à l'âge qu'on est rendu, je considère que être capable de traîner pendant longtemps des campagnes, c'est un exploit, c'est un miracle. Parce que les gens stannent, les gens ont d'autres activités, les gens ont des enfants, Ouais. les gens ont d'autres activités. Tu sais, quand on a fait Vampire la Mascarade, moi et Maman Joue, à un moment donné, on se regardait, puis on a plus le temps. On est tout le temps en train de courir pour faire les choses, puis on s'empêchait de faire des trucs, puis ça grugeait notre morale, c'était dur. Fait que c'est comme, moi, je considère que l'horreur, c'est beaucoup mieux en one-shot. C'est comme un film. Vous allez voir ce film-là, puis après, ben, il n'y a pas de suite. C'est correct. Ça vous permet de renouveler facilement votre stock. Vous n'avez pas besoin à chaque semaine, vous écrire un nouveau scénario ou la suite. Ou l'improviser. C'est plus simple. Ben long préparer une game d'horreur narrative. Ça dépend. Oups, pardon, désolé, ma canette est tombée. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Oui, je l'ai entendu. Pardon, désolé. Oh, c'est pas grave. Elle est pareil. Il n'y a pas de dégâts. Donc, ça dépend. Je vous Ouais. dirais que une partie d'horreur, vous pouvez y mettre peut-être quelques heures, dépendamment de longueur de votre scénario. Exemple, une partie d'horreur que j'ai créée, c'était vous avez été recruté par une agence où vous avez eu une petite annonce pour être euh, pas des inspecteurs, des gardes de sécurité dans une mine pour une compagnie X. Puis, ben, soit vous faisiez déjà ça avant, soit c'était une opportunité en or pour un projet personnel ou vous avez besoin d'une job. Puis, vous arrivez, vous rencontrez vos confrères, blablabla. Puis, vous commencez votre quart, vous changez, etc. Puis, à un moment donné, quand vous commencez votre quart, ben, vous entendez l'ascenseur qui remonte. Ah ouais. Vous n'êtes pas capable de le redescendre. Fait que, ben, peut-être qu'il remonte au matin. C'est peut-être une question de sécurité ou d'énergie. C'est un peu bizarre, mais OK, ben, soit. Puis, tranquillement, pas vite, ben là, vous rencontrez des vêtements par terre. Comme, oh mon Dieu, les gars de la mine, ils ont fait le party, hein, ça a swingé, hein, ils sont tout nus. Ouais. Là, à un moment donné, vous rencontrez un corps. Oh, party est fini. Etc., etc., etc. Puis à chaque fois que vous allez rencontrer un élément d'horreur, vous lancez un jet de santé mentale. Puis quand vous tombez à 6, parce que c'est des D6, ben, vous avez traversé le voile. Vous ne pouvez plus retourner en arrière. Et là, votre but, c'est d'effacer les preuves. Pour pas que les gens sachent ça, ça n'a aucun sens. Là. Fait que si vous effacez des peurs, si vous avez pardon, pas des peurs, des preuves, vous pouvez redescendre dans votre santé mentale pour redevenir un peu plus serein. Fait penser à Tokyo Dark, comme ça, là, avec la santé mentale, puis un coup de OK? trop bas, là, il se passe des effets fâcheux. Là. Exactement. Dans l'appel de Cthulhu, c'est un peu comme ça. Hein. Quand on arrive à certains seuils, là, on commence à avoir des petites débites qui se promènent. Là. Ça va plus bien. Donc voilà, Cthulhu Dark, je vous le recommande haut la main. Il y a une version qui s'appelle Cthulhu Hack, je vous la déconseille. C'est carrément quelqu'un qui a pris le D20 système et qui a collé un sticker de Cthulhu dessus. C'est nullement adapté,
C'est vraiment fait pour des gens qui connaissent pas l'horreur puis qui veulent utiliser le système de Donjon Dragon pour faire une pseudo-game d'horreur. Entre vous et moi, je pense qu'on peut vraiment faire mieux si on veut. Si vous voulez vraiment faire une grosse partie solide d'horreur, prenez le système de l'appel de Cthulhu, littéralement. Ok. L'appel de Cthulhu, simplement. Ok. Il y a d'autres jeux que tu nous Ouais. conseilles? Channel Fear, un jeu français avec un système minimaliste un peu plus compliqué que celui que je vous ai parlé, mais minimaliste que je trouve très cool. Le scénario, vous êtes des employés du câble. C'est une petite jobine que vous vous êtes trouvé là. Vous faites des reportages sur le surnaturel, là, comme les émissions comme Taps ou Chasseurs de fantômes sur le câble, là. Puis vous ne croyez pas vraiment, honnêtement, mais vous allez y croire bientôt. Puis vous avez votre caméra, votre preneur de son, votre reporter. Puis vous pouvez être n'importe qui dans la société. Mais vous n'êtes pas des spécialistes du supernatural. Vous pouvez être un supposé médium qui est un escroc, un prêtre qui a perdu la foi, un ancien détective qui est amer. Vous êtes n'importe qui et vous allez faire n'importe quoi. Ça fait longtemps que c'est sorti comme Euh, jeu? oui, ça date de 2016. C'est pas si vieux que ça, mais c'est quand même un jeu qui n'est pas totalement récent, mais trouvable facilement, gratuitement sur Internet. Mr. Frankenstein, qui est l'auteur, il s'appelle Yann quelque chose, là, je ne me rappelle plus trop. Mais il s'est auto-édité, puis c'est vraiment un jeu vraiment très sympa, genre pour initier des gens à l'horreur, là. Il n'est pas très compliqué. Vous avez 10 compétences, puis des spécialités. Vous n'avez même pas d'attributs, là, c'est vraiment du D6 tout simple. Ok. Paranoia. Paranoia est un des premiers jeux d'horreur que j'ai fait et c'est tellement cool. C'est vraiment, vraiment, vraiment très bien. Comme joueur ou comme. Honnêtement, comme joueur. Je ne l'ai Ok. jamais fait comme maître de jeu, mais Ok. vraiment, honnêtement, c'est vraiment très drôle. Vous allez avoir des mutations, vous allez avoir des coups d'épée dans le dos, vous allez avoir voyons, des radiations à gérer, vous allez avoir des Très drôle. docteurs. Oui, non, vraiment, vous allez avoir plein mais c'est apporté sous l'angle de l'humour, là, c'est Oh, oui. grotesque. Là. Puis, je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais tu sais, quand je disais l'ordinateur est votre ami, là, l'ordinateur, là, c'est comme un Windows 95, un Windows Vista, là, qui plante tout le temps, puis qui n'a pas toutes les informations quand il vous parle. Exemple, citoyen, vous devez nous prouver que vous êtes bien de erreur manquante. J'entends votre réponse, citoyen. C'est comme, OK, qu'est-ce qu'il faut répondre? Puis l'ordinateur, il peut vous détruire. Il Ouais, peut ouais. vous tuer. Fait que c'est vraiment très. C'est constamment de l'improvisation pour tout le monde. Paranoia peut se préparer. Vous allez avoir un point A, un point B, mais tout le reste va être créé par les joueurs. Tout le reste. D'autres JDR. Le dernier jeu que j'aimerais vous parler, c'est un jeu que je n'ai pas encore testé, mais que j'aimerais tester cette année. Ten Candle. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est quelqu'un dans une boutique de jeux de jeux de société qui m'en a parlé. Et ça a l'air vraiment trop cool, l'idée que, tranquillement pas vite, ben, les lumières baissent. C'est du D6 aussi. C'est très, très simple. Il y a beaucoup de jeux de rôle, de jeux d'horreur qui sont sur du D6. Euh, Puis c'est très bien aussi comme ça, honnêtement. Je vous dirais, c'est souvent plus simple. On ne se casse pas la tête à retenir des règles. Puis, ouais, je pense que Ten Candle serait mon. Je sais que c'est une question que tu vas me poser plus tard, mais ce serait probablement une des questions, un des jeux que j'aimerais faire cette année. Ok. Y a-t-il des chaînes francophones qui sont pour voir des jeux d'horreur? Drôle Tout à fait, d'horreur. tout à fait, tout à fait. Ah, j'ai oublié de mettre tous les liens. Tantôt, j'avais créé des liens, puis j'ai oublié de les mettre. Tant pis, en tout cas. Je ne les ai pas tous. Vous pourrez chercher, là, vous êtes assez grand. Première chaîne, c'est une chaîne que j'ai découverte en faisant mes recherches. Ça s'appelle Aki Hellfire. C'est géré par des femmes. Ils font des entrevues avec des créateurs de jeux de rôle et ils font des actual play. Actual play, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est comme on fait la gang de Critical Role, où est-ce qu'ils ont décidé, on va prendre des acteurs et on va leur faire jouer à des jeux de rôle. Sauf que là, c'est des amateurs. Là. Peut-être qu'ils ont des cours de théâtre, mais c'est vraiment pas des acteurs professionnels. C'est des potes qui jouent ensemble. Ça donne souvent des résultats très, très cool.
Puis souvent je voudrais vraiment mieux que les aventures de ce monde, là, où est-ce que c'est des vedettes qui veulent avoir leur moment de LOL et d'épicness, là. C'est plus des gens qui veulent faire un bon show, même s'ils ne sont pas pros. Fait que les actual plays, c'est quand même très cool. Donc, Aki Hellfire. Ensuite de ça, Blood Roll. Blood Roll sont surtout dans le Wall of Darkness et quelques autres jeux. Puis, ils explorent vraiment le monde des ténèbres. Ils font du hunter, les chasseurs de vampires, du loup-garou, vampire de la mascarade, etc. Je vais les mettre après dans le chat. Ouais. Critique. Critique, c'est une chaîne québécoise et c'est, à mon avis, la meilleure chaîne pour apprendre des jeux. Ils te font des tutos de fou, là. C'est un couple du Québec, je ne sais pas où ils sont, mais c'est vraiment. J'ai découvert leur chaîne en faisant des recherches sur Vampire la Mascarade et ils sont super attachants. Vraiment, vraiment. Là. Normalement, tu sais, je veux dire quelque chose qui n'est pas très populaire, là, mais je trouve que ce qu'on fait au Québec, des fois, c'est un peu ordinaire. Là. On se soigne pas trop, on ne fait pas très attention. C'est comme ces bonnes franquettes. Mais Coup Critique, ils travaillent vraiment leurs affaires. C'est vraiment très cool. Ensuite de ça, Globtopus, qui est probablement la première chaîne que j'ai découvert dans le monde du jeu de rôle. C'est des spécialistes de l'horreur, c'est des auteurs, c'est des créateurs de projets, c'est une grosse communauté de fans. C'est des lives quotidiens. Puis, ben, ils font beaucoup de création de jeux, etc. Et Maxime Robinet, c'est pas une joke, c'est vraiment son vrai nom, va être l'auteur d'une chronique de Chicago by Night dans Vampire la Mascarade bientôt. Donc, ça va être une chronique en français. Là. Vraiment, là, c'est fait par un Français. Jeudi JDR, c'est un groupe de gars qui font des explications de jeux de rôle et des actual plays. Et le petit point G pour Geek, qui est un groupe de femmes qui vont faire des actual plays, de l'explication et vont parler de la culture geek. Vraiment très belle chaîne que j'ai découvert en faisant mes recherches. Je vous les recommande chaudement. Le petit point geek m'a particulièrement séduit. Là. J'ai trouvé ça vraiment là, très bien ce qu'ils font. Fait que je vous mets ça dans le chat. Oups, j'ai Ok. pas eu assez de caractères. Je suis rendu où, Globtopus? OK, on recommence. Cassio. Ouais, j'ai écrit ça vite, excusez-moi. Oh, oui. Ok. Hop. Voilà, c'est les chaînes que j'aurais à vous recommander si vous ne connaissez pas le jeu d'horreur ou que vous voulez voir des trucs ou que vous voulez apprendre. Parfait. On arrive quasiment à la fin. Ça aurait été plus vite que je pensais, hein? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi en tant que DM et en tant que joueur? Euh, en tant que joueur, moi, j'aimerais beaucoup plus jouer cette année. L'année dernière, c'est ce que je m'étais dit, puis malheureusement, je n'ai pas assez joué à mon goût. J'ai eu une partie, justement, avec un de. Il est arrivé tout à l'heure sur le live, je ne me rappelle jamais de son pseudo, mais ça a été le deuxième, là, pas Mirage d'Or, mais l'autre personne. Ça a été mon maître de jeu, mon narrateur pour London, pas London by Night, mais Fall of London. Donc, on est dans Vampire et Londres va tomber au niveau vampirique. Les vampires vont perdre la partie. Et c'est super cool. Vraiment, là, on joue dans la ligue des grands. Là. Tous les vampires, ou presque, qu'on va rencontrer, là, sont plus puissants que nous, qui veulent toute une chose, qu'on soit dans leur bord. Si on ne les suit pas, il va y avoir des conséquences. La personne me parlait, je ne dirais pas son prénom, mais la personne me parlait que il y a eu beaucoup d'adaptations de sa barre. Donc, je ne vous recommanderais pas forcément cette campagne-là si vous êtes des novices. Fallout London, parce qu'elle demande beaucoup de préparation. Mais moi, mon expérience a été super avec mon maître de jeu. Donc, dédicace. Euh, ensuite de ça, j'aimerais faire des one-shots, puis je vais en créer un sur le Discord. Où est-ce que j'aimerais, dans le fond, peut-être faire plus de one-shot dans différents jeux. Je vais en faire un sur Vampire la Mascarade au mois de janvier qui s'en vient. Donc, si ça vous intéresse et que vous êtes sur le Discord de Saccadé, n'hésitez pas à chercher un petit peu. Il y a un formulaire pour vous inscrire dans la section rôliste. Donc, n'hésitez pas. Et puis, ben, cette année, j'ai créé avec un copain d'Internet un Discord sur Vampire la Mascarade que je peux vous mettre d'ailleurs, j'ai oublié. Et vraiment, si vous êtes des fans ou des curieux de Vampire la Mascarade,
c'est que de ça qu'on va parler. Ah, il y a des gens qui m'ont écrit en privé. Désolé, j'avais pas mon notif. Je vais aller chercher. Je peux-tu faire ça comme ça? Oui, inviter les gens. Là, je t'entends en back, là. Parle dans ton micro. Oh, pardon. Oui, Désolé. parfait. C'est bon. Ok. Donc, ben voilà, c'est une très très belle place. Je suis bien fier de ce qu'on a créé. On est une quarantaine sur le Discord. Ok. Il y a une petite communauté, il y a des petits groupes qui se sont créés là. C'est quand même très très bien. Fait que voilà, c'est ce qui se passe pour cette année en termes de jeux de rôle. Ta chaîne Twitch quand même, là. C'est quoi tu fais sur Ben, contenu? c'est très. Je l'ai utilisé cette année parce que j'étais malade. J'avais besoin de jouer de temps en temps, de voir des gens, de parler à des gens en même temps que je jouais. Donc, probablement que quand je vais recommencer à travailler, il va y avoir beaucoup moins de live. Mais ben, moi, j'aime bien parler de véganisme. Mon nom n'est pas là pour rien. J'aime bien parler de véganisme Ouais. sur Twitch. Je pense que c'est important d'en parler, qu'on soit écologiste, qu'on aime bien manger, qu'on veuille mieux manger, puis ou qu'on aime simplement les animaux, là, tu sais, qui est contre les animaux. C'est quelque chose d'assez simple à mettre en place. Puis moi, ce que je veux, c'est l'expliquer aux gens. Donc, débunker les idées reçues, mais aussi expliquer, ouais, vous avez entendu que c'est telle affaire, le véganisme. Ouais, mais non, mais c'est pas vraiment ça, là. Il ne faut pas tomber dans les croyances qu'on entend, là. Le véganisme, c'est beaucoup plus simple qu'on puisse penser. T'as des Et jeux. puis, ah oui, juste terminé. Puis, je vais probablement jouer avec Maman Joue. J'ai un jeu qu'on aimerait faire ensemble, ce serait Resident Evil 5, qu'on Ok. s'est acheté tous les deux pour faire en coop. Donc, voilà, c'est une autre chose qui s'en vient probablement sur ma chaîne. J'ai vu que tu faisais du Star Wars Squadron. Oui, présentement, ben, je l'ai terminé au dernier live. Je ne pense pas forcément retourner dessus, mais s'il y a des gens qui veulent faire des petits combats contre moi, ben, je n'ai rien contre, là. Je pourrais le relancer. Mais je ne pense pas y revenir. On va probablement aller sur Coral Island pour les prochains lives. Euh, Fais-tu d'autres choses sur d'autres plateformes? Je pense à Facebook, Instagram. Non, je ne suis pas vraiment sur je suis pas vraiment sur les médias sociaux. Je me suis rendu compte que ça me réussissait pas très bien. Non. Ok. Est-ce que vous avez des questions pour le site vegan, tout le monde? L'idéal d'horreur ou sur le véganisme? Si vous avez des questions sur le véganisme, ça fait plaisir de Je sais répondre. pas. C'est pas le sujet, mais quand même, intéressant. C'est le temps des questions. Et si vous n'avez pas de questions, on va faire un raid dans pas long. Dans le chat. Questions. Moi, que tout a été clair, là. J'ai parlé vite des fois de temps en temps. Là. Ça se Ouais. pourrait que vous n'ayez pas tout compris. Là. Ouais, ouais, il y avait du Je contenu, suis là. verbomoteur, moi. Ok. Pour le document, comment tu voulais qu'on fonctionne le site vegan? Parce que le site vegan est produit un document en. Moi, je pense qu'on pourrait le mettre sur le Discord. Si les gens veulent avoir accès au document, ils iront sur ton Discord. Puis Ok. comme ça, ben, ils auront accès. Ok. Peut-être le mettre sur Twitch aussi. Un panneau. J'autorise, là, je le mettrai directement sur ma chaîne. Je mettrai. Regardez ça. Bon, ben, merci à tous. Donc, je voudrais Merci à remercier, vous autres. merci le site vegan d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Fait que je voudrais remercier ceux qui étaient là jusqu'à la fin. Merci à Coriolis, merci à Danou, merci à le site vegan, merci à Mamajou, merci à Mirage d'Or, merci à Niurg d'avoir été là. Fait que le site vegan, c'est toi qui choisis. Raid. Je vais regarder qui est présentement en live. Pardon, désolé. Hmm. Ils font pas présentement de la musique, mais ils sont en train de jouer à Path of Exile 2. C'est ce qu'on appelle l'orchestre de jeux vidéo. Ah, C'est ah oui, ok. ouais, Ils ont une chaîne Twitch. ouais. Ils vont mettre toutes leurs pratiques et leurs spectacles sur leur chaîne Twitch. Ok. Donc, si vous n'avez pas accès à des billets, ben, vous pouvez avoir le show en live sur Ah, Twitch. C'est quand même très généreux de leur part. Puis, c'est un organisme à but non lucratif. C'est tous des gays qui sont là-dedans.
tous des bons musiciens, vraiment. J'ai vu le show de Pokémon avec Maman Joue et c'était le meilleur show de toute ma vie. C'était exceptionnel. Vraiment, si vous avez la chance d'aller voir leur show, là, allez-y. Les billets valent le coup. Présentement, ils sont en train de préparer un spectacle sur les musiques de Souls-like, donc de euh, Ender Ring et Ouais. les Souls, etc. Puis ils font aussi un show sur les Metroidvania. Donc, Metroid, Castlevania, euh, comment ça s'appelle le petit jeu où est-ce qu'on incarne un petit insecte, c'est en noir et blanc. Je ne me rappelle pas trop comment ça s'appelle. En tout cas, c'est un Metroidvania. Vous allez Ok. entendre probablement. Donc, je vous recommande, abonnez-vous à leur Ah, c'est chaîne. pas Hollow Knight, Et- tu parles? Là? oui, Hollow Knight, Ok, c'est ça. ils pratiquaient des arrangements parce que les pièces qu'ils jouent, ce pas des pièces originales, c'est des arrangements créés par des gens de l'orchestre. Ok, fait que tu veux qu'on les rate, c'est ça? J'aimerais bien. Ok, fait que juste marquer le nom au complet et du rate. Merci à tous. J'espère que vous avez apprécié. Appris pas mal de choses. Bien écrit. Je pense que- Ah, Ah je non, me il y a suis. un X à jeu vidéo, excuse-moi. Ah, ok, je vais rajouter. Merci à ceux qui sont venus suite à mon invitation. Là. Quand je vous ai vu apparaître dans le chat, là, j'ai dit comme Ah, je suis content que vous soyez là. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ok. Oui, Ah, ok. Comme si. jeux vidéo, donc J-E-U-X. Ok, ok, Oui. ok. Non, pas un X Jeu- à la fin Ben complètement. non, Là. c'est ça. Comme des jeux vidéo. On va pas mettre un Parfait. S. Voilà tout le monde. C'est une belle journée avec une belle soirée en France. Reste vegan. Merci encore à toi pour l'invitation. C'est un plaisir. Au revoir.